permettez-moi, avant de commencer, de profiter de cette occasion pour remercier toutes les équipes qui ont assuré la gestion académique de notre faculté depuis sa création jusqu'aujourd'hui et qui ont été à l'origine de plusieurs actes. Cependant, notre analyse de la situation nous a permis d'identifier certains indices d'insuffisance. Je cite à titre d'exemple la détérioration des locaux et de l'infrastructure de notre faculté, le non-avancement du dossier d'accréditation, notre rang parmi les autres facultés de médecine physicienne dans le concours de l'État et le manque de visibilité pour notre faculté. Ces indices nous ont motivés pour élaborer un projet dans un souci de rassembler pour agir et améliorer. Au cours de cette présentation, je vais suivre le plan suivant. Alors, quelle est l'équipe qui va m'accompagner dans ce projet? Lors de la constitution de notre équipe, nous avons essayé de tenir compte de plusieurs facteurs et de certains équilibres entre les spécialités, les générations et même les qualités entre les deux genres. Vous avez bien noté que parmi les 12 membres de notre équipe, la moitié, soit 6, sont des femmes. Permettez-moi de vous présenter maintenant un par un des membres de notre équipe. Pour le quota, moi-même, Montassar El-Amri, professeur en dermatologie depuis 2013, et mon engagement facultaire date depuis longtemps. Et à titre d'exemple, j'ai siégé dans plusieurs conseils scientifiques de notre faculté, dont le premier remonte à 2002. J'étais membre du conseil de l'université de Monastir et j'ai assuré les fonctions de directeur du département de médecine A. Tawsi Bessel, professeur en anesthésie et réanimation. Nabil Bichabel, professeur agrégé en hépato-gastro-entérologie. Hamdi Boubakr, professeur agrégé en médecine d'urgence. Rim Kliel, professeur agrégé en médecine interne. Et Haïfa Bouchada, professeur agrégé et chef de service gynéco-obstétrique à Madrid. Pour nos collègues les plus jeunes du rang B, Nouria Ben Abdelgir, assistante en anatomie pathologique. Aïs Mamri, assistante en neurochirurgie. Amira Omran, assistante en médecine de travail à Madrid. Maher Ben Mansour, assistante en anesthésie et réanimation. Manel Ben assistante en médecine préventive et communautaire. Et Michel Seth, assistant en chirurgie plastique et réparatrice. Quelles sont les missions et objectifs de notre faculté? Alors, les missions de notre faculté, révisées en 2012 et publiées dans le site de la faculté, affichées dans l'enveloppe de la programme, stipulent en particulier dispenser une formation conforme aux standards internationaux, répondre aux besoins de développement professionnel continu, développer la recherche biomédicale et fournir des prestations à la demande de la société. Or, actuellement, les missions d'une faculté de médecine sont mieux élucidées et structurées selon 3 axes qui sont la formation, la recherche et la responsabilité sociétale. Et je pense qu'il est temps de réviser les missions de notre faculté dans ce sens. La responsabilité sociétale, qui est le concept relativement récent, mérite une mention particulière. Alors, c'est quoi la responsabilité sociétale d'une faculté de médecine? Donc, à l'origine et initialement, c'était prendre en compte les attentes de la société et respecter les lois en vigueur. Puis, avec le temps, ce concept s'est développé pour englober l'investissement davantage dans le capital humain et l'environnement. Et actuellement, on parle de plus en plus de la contribution au développement durable, à la santé et au bien-être de la société. Les objectifs de notre faculté, également révisés en 2012, structurent en particulier prendre en charge des pathologies les plus courantes, mettre en œuvre les moyens de développement professionnel continu, faire preuve d'habilité de communication, travailler en collaboration avec les collègues, assurer la promotion de la santé, contribuer à la recherche appliquée, respecter les principes éthiques et déontologiques. Vous avez bien noté que ces objectifs tournent autour du produit final de la faculté de médecine et les médecins diplômés de la faculté, qui même étaient étudiants de la faculté. Or, les objectifs d'une équipe qui se propose pour la gestion académique de la faculté doivent viser 3 cibles qui sont les étudiants, les enseignants et les établissements. Quelle vision a-t-on pour notre faculté? Alors, nous voyons que la faculté de médecine de Monastir est un organisme, et comme tout organisme, elle a des structures
des ressources humaines et financières qu'il faut savoir gérer et une stratégie qu'il faut mettre en œuvre pour accomplir ces missions et atteindre ces objectifs pour à la fin ramener la faculté à une reconnaissance via l'accréditation. Pour ceci, on propose la démarche suivante, rassembler et agir pour améliorer. Or, pour rassembler, il faut garantir une équité et une transparence vis-à-vis de tous les appartenants. Pour agir, il faut savoir prendre les décisions et en assumer la responsabilité. Il faut agir avec rigueur pour faire ce qu'on veut faire comme on veut faire. L'amélioration souhaitée n'est que dans un souci de qualité. Équité, transparence, responsabilité, rigueur et qualité sont nos valeurs. Voyons maintenant quelles sont les conditions nécessaires pour agir convenablement. Pour agir convenablement, il faut commencer par diagnostiquer les insuffisances par des indices objectifs comme ceux que je vous ai cités au départ. Il faut identifier les obstacles et surtout proposer des solutions pour surmonter ces obstacles et ces solutions doivent être échéanciées à court terme, à moyen terme et à long terme et c'est ce qu'on appelle un projet réaliste et réalisable. Concernant notre stratégie consiste à renforcer l'esprit d'équipe parce qu'on voit que le doyen et ses collaborateurs doivent jouer le rôle de facilitateur et de coach qui doit drainer une équipe homogène et solidaire. On doit instaurer une bonne gouvernance et s'inscrire dans un système d'influence qualité pour enfin aboutir à l'accréditation. Comment instaurer une bonne gouvernance? Selon les recommandations, une bonne gouvernance doit être édifiée sur 5 bases qu'on s'engage à respecter. La responsabilité, la transparence, la prévisibilité, la participation, qui peut-être mérite une mention particulière. Une bonne gouvernance doit être participative et là on s'engage à organiser régulièrement, tous les 6 mois, des réunions avec les enseignants pour être à leur écoute, pour débattre tous les sujets et pour évaluer ce que nous avons fait pour planifier l'avenir. Une bonne gouvernance doit être dynamique et ne doit pas s'arrêter à prendre les initiatives, il faut toujours évaluer et améliorer de façon continue. Quelle stratégie pour s'inscrire dans un système d'assurance qualité? Là aussi, le système d'assurance qualité obéit à la succession de 4 étapes qui sont chronologiquement stéréotypées et dont on engage de respecter. Ces étapes sont planifiées, développées et synonymes de faire ou agir, contrôler ou vérifier ou évaluer pour ajuster ou corriger ou améliorer de manière continue. C'est ce qu'on appelle le système de management de la qualité, ici élucidé par la fameuse roue de Davy. Quelle est notre stratégie pour le dossier de l'accréditation? Alors, on voit que sans délai, il faut constituer un comité élargi d'accréditation. Il ne suffit pas de désigner un comité restreint et limité à certains enseignants. Ce comité doit être élargi et donc plusieurs enseignants avec plusieurs autres intervenants, des administratifs, des techniciens et des étudiants. Il faut faire une évaluation interne et établir des tas de figures en précisant les points forts, les points faibles et les mesures correctives proposées. Et il faut rédiger des documents et les mettre à la disposition des enseignants et les diffuser. Le plus important, c'est de consulter un accréditeur et planifier des visites d'experts. Pourquoi ceci est important? Parce que les critères d'accréditation varient en fonction des accréditeurs. Si on connaît notre vis-à-vis, on peut avoir une idée sur ces critères et travailler dessus. Là, j'ouvre la parenthèse pour dire qu'en aucun cas, on ne peut dire qu'on va avoir l'accréditation parce qu'on va enseigner, par exemple, par la stimulation, ou bien parce qu'on va enseigner par CBDL, ou bien on va avoir l'accréditation parce qu'on va développer la digitalisation. Tout ceci ne sont que des outils, et l'accréditation ne s'obtient pas sur des outils, mais plutôt sur des critères de qualité. C'est ainsi que nous voyons que dans cette étape, nous devons obligatoirement assurer la qualité pour obtenir l'accréditation de notre institution, qu'on considère la normalisation pour nous. L'accréditation,
c'est s'aligner aux normes et aux standards internationaux. Une fois l'accréditation obtenue, ça peut nous ouvrir des horizons et des perspectives pour viser l'excellence. C'est pour ceci que nous avons mis notre projet sous le slogan de qualité pour l'accréditation et accréditation pour l'excellence. Une vision réaliste et une stratégie réfléchie doivent en découler des actions ciblées. Quelles sont les actions qu'on propose? Sachant que nos plans d'action sont les 3 axes et les 3 cibles que nous avons prédéfinis. Les 3 axes, ce sont la formation, la recherche et la responsabilité sociétale. Pour la formation des prégradués, enseignement théorique, alors, il faut évaluer la réforme du cursus. Nous avons entamé une réforme du cursus et, comme je vous ai dit, les critères du système d'assurance qualité obligent l'évaluation de cette réforme. Il faut adapter les programmes dispensés aux objectifs du résident. Il faut veiller à ce que tous les objectifs du résident soient enseignés au cours du cursus, par exemple via le document, pour permettre à nos étudiants de bien préparer leur concours de résident. Respecter et renforcer la transversalité et le caractère multidisciplinaire pour éviter les redites et alléger les coûts. Se conformer aux méthodes modernes et actives d'enseignement, renforcer l'enseignement par des supports adaptés et mis à jour, donc un enseignement moderne doit aller de pair avec des supports modernes, mettre en place et promouvoir l'enseignement à distance. Maintenant, ce n'est plus un choix, les circonstances épidémiologiques l'obligent, et une partie du cours doit être dispensée en distanciel. Là, je vous fais part de remarques qui nous a été faite lors de notre auprès de nos collègues. La plateforme mise à la disposition des étudiants et des enseignants, malgré les efforts fournis, mérite des efforts supplémentaires. Et là, notre avis, dans ce sujet, c'est de collaborer davantage avec l'UVT pour éviter de prendre des mesures unilatérales et se distinguer ou se singulariser des autres institutions. Pour les stages, valoriser le stage et l'apprentissage au lit du malade, ça doit commencer par la pondération de la note du stage que rentre dans la note finale de l'examen qui va permettre la réussite de l'étudiant. Intégrer la formation par simulation dans toutes les étapes du cursus et bénéficier de ce centre de simulation de référence dont on dispose. Alors, il faut intégrer cette formation par simulation, premier cycle, le deuxième cycle, interne et voir les résultats. Mettre à jour les objectifs de stage, ces objectifs existent, mais il faut toujours les évaluer et les mettre à jour, notamment dans le domaine du savoir-faire. Réviser les modalités d'évaluation. Là, certains collègues nous ont remarqué que l'Écosse voit une modalité objective et moderne pour l'évaluation du stage. Elle doit être faite correctement. Parce que, sinon, on a tendance à évaluer les étudiants sous forme de cas cliniques. Donc, il faut revoir la modalité d'évaluation des stages en donnant plus d'importance au domaine du savoir-faire, donc aux compétences acquises. Pour les postgradués, le concours de résidenat. Vous savez que le concours de résidenat est désormais appelé examen d'accès au 3e cycle de l'équipe médicale. C'est une vitrine et un indice visible par les autres facultés et par les étudiants. Nous avons constaté que nous avons perdu notre rang parmi les facultés tunisiennes dans le classement du concours du résidenat. Et on doit tous agir pour améliorer notre classement. Parce que si on raisonne vitrine, ça va améliorer notre image, et si on raisonne indice, ça va développer notre visibilité. Quelles sont les actions qu'on propose? Créer une sous-direction rattachée à la direction des études et chargée du 3e cycle d'études médicales, dont les attributions sont de superviser le cycle de formation dispensé dans notre faculté, les séminaires de validation des questions, mais également de collaborer avec les différents collèges de spécialité pour élaborer des objectifs de formation de résidents qui sont désormais des étudiants du 3e cycle. Il faut veiller à enseigner tous les objectifs du résidat au cours du cursus, qu'il s'agisse d'objectifs théoriques ou pratiques. Motiver les enseignants pour la production des questions et les structurer les séminaires de validation. Ceci se fait par l'implication davantage du directeur du département et du chef de section. Adapter le calendrier de l'année universitaire aux contraintes du concours comme le font les autres facultés, parce que nous avons constaté pendant cette année, et à cause de plusieurs facteurs, que l'année universitaire a été décalée et nous l'avons terminée trop tard.
ce qui n'a pas permis à nos étudiants de préparer sur le même pied d'égalité leur concours comme leurs collègues des autres facultés. Pour la médecine de famille, on considère qu'on est pionnier et leader dans ce domaine, donc il faut consolider et valoriser les acquis, que ce soit les acquis matériels, des unités de médecine de famille, de camions mobiles, mais tout ce qui a été fait dans ce domaine. Promouvoir la formation continue des maîtres de stage, une pièce angulaire dans la formation des médecins de famille, via des séminaires et le renforcement des masters de médecine de famille qui existent déjà. Évaluer la formation théorique et les stages dispensés dans le cadre de la formation de médecine de famille, et là, les critères de système d'assurance de qualité l'obligent. Nous avons entamé ce processus, il faut l'évaluer. Participer activement dans toutes les commissions et les décisions qui concernent la médecine de famille. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on considère que notre faculté effectivement est pionnière et leader dans ce domaine. Il ne faut pas céder cette place et laisser l'initiative aux autres. Il faut donc participer avec énergie dans tout ce qui concerne la médecine de famille. Le développement professionnel continu, il faut évaluer objectivement les CEC existants, et ceci c'est dans un souci de qualité. Restructurer les CEC existants, réactiver le comité de CEC, parce qu'au cours des dernières années, ce comité a été inactivé, revoir le cahier de charge pour éviter les redites entre les CEC et encourager la création de CEC qui n'existe pas dans notre faculté, encourager la création de formations diplômantes et de master, et je pense qu'il est grand temps pour mettre en place une formation diplômante en ligne et de collaborer avec d'autres institutions nationales et internationales en vue d'une formation co-diplômante dans le cadre de diplômes interuniversitaires par exemple. Pour la recherche, alors on se propose de désigner un directeur de la recherche à la lumière du directeur des études et du directeur des stages parce qu'on estime que c'est aussi important avec une sous-direction dédiée à la collaboration internationale parce que c'est un critère de qualité pour la visibilité de notre faculté. Rentabiliser les équipements disponibles, il faut faire un inventaire de ce qui existe et le mettre à la disposition des enseignants et des chercheurs. Développer et généraliser la collaboration pluridisciplinaire, déjà à l'échelle locale, entre cliniciens et fondamentalistes, à l'échelle régionale avec les autres institutions émanant de notre université, à l'échelle nationale et surtout internationale. Promouvoir la visibilité des structures de recherche, des productions, des brevets, encourager les mobilités à l'étranger, et tout ça, c'est dans un souci d'encourager l'excellence. Mettre à jour et enrichir les ressources documentaires parce qu'une recherche moderne ou développée nécessite des ressources à jour. Et là, certains de nos collègues nous ont suggéré d'étendre nos abonnements aux revues électroniques aux hôpitaux pour qu'ils puissent les ouvrir à partir de certains outils. Développer le plateau technique d'appui à la protection. Ce plateau, cette unité existe, mais il faut renforcer ces actions en faisant appel à des spécialistes en statistique, en anglais, en méthodologie. Pour la responsabilité sociétale, organiser et co-organiser des campagnes de sensibilisation pour la prévention de certaines maladies et l'éducation thérapeutique. S'ouvrir sur l'environnement socio-culturel, notre faculté peut organiser des journées de réflexion, des workshops ou des animations culturelles avec des composantes de la société civile. Instaurer des partenariats avec des associations actives dans la promotion de l'environnement et l'écologie. Contribuer activement au développement de la médecine de spécialité dans les régions intérieures. Figurez-vous qu'à la base, on a dit que la responsabilité sociétale d'une partie médecine, c'est répondre aux besoins de la société. Et actuellement, notre société a besoin de médecins spécialistes dans les régions intérieures, donc il faut renforcer tout ce qui a été fait et aller vers là. Appeler et participer à la constitution d'une commission nationale de réflexion sur la fuite des médecins, notamment les médecins jeunes. C'est un problème épineux qui est au cœur du besoin de notre société. Pourquoi pas l'étude sérieuse de ce dossier épineux n'émane pas de notre faculté. Contribuer avec énergie à tracer le projet de carrière des médecins, ça doit commencer par la mise en place d'un comité de projet de carrière et on va y revenir. Les actions concernant nos cibles prédéfinies, qui sont l'étudiant, l'enseignant et l'établissement, pour l'étudiant, améliorer et moderniser les dispositifs d'accueil, d'information et d'orientation. Ceci, c'est un critère de qualité et c'est un domaine d'excellence pour la digitalisation. Renforcer le sentiment d'appartenance à la faculté, ça doit commencer d'abord par améliorer l'image de la faculté et par responsabiliser et impliquer davantage les étudiants dans la vie de la faculté.
faculté. On peut l'impliquer dans l'accueil et l'orientation des nouveaux étudiants ou dans certains comités, comme le comité de citoyenneté du Mouvala et le comité d'accréditation. Accompagner, tutorer l'étudiant tout en encourageant l'esprit d'initiative ou leadership. Encourager l'étudiant à développer d'autres compétences associatives, sportives, culturelles, mais ceci suppose qu'on doit lui laisser un peu plus de temps, donc il faut alléger. Améliorer la collaboration avec les structures impliquées dans la vie étudiantine à l'échelle régionale, nationale et internationale. Pour l'enseignant, garantir l'équité et la transparence dans les responsabilités facultaires, donc tout va se passer via un appel d'offres et passe à la méritocratie. Les promotions académiques, il faut faire des grilles et l'immobilité à l'étranger. Réviser la grille d'éligibilité pour le concours des NCA, là il y a un consensus dessus, la révision doit se faire dans le sens de donner plus d'importance aux activités cliniques que j'ai mises populaires parce que ça dépend des spécialités, et s'aligner davantage à la grille nationale, et pourquoi pas utiliser cette même grille nationale pour l'éligibilité de nos candidats. Élaborer une grille de classement des candidats au concours d'assistanat, chose qui n'a pas été faite. Rapprocher la faculté de ses enseignants, on veut dire par ça, désigner des coordinateurs des études, de stage et de la recherche au niveau des différents pôles hospitaliers émanant de notre faculté pour faciliter les contacts entre les enseignants et la faculté. Assurer un développement professionnel continu, équitable et raisonnable côté horaire. Il ne faut pas s'engager sur les activités hospitalières. Les frais doivent rester raisonnables. La délocalisation des tentatives ont été faites, mais il faut les rembourser. Il faut obligatoirement maintenant aller faire des formations en intégré et au pôle vers l'enfant. Garantir un cycle de formation gratuit, un cycle de formation de base gratuit en pédagogie et en recherche pour tous les nouveaux enseignants. Constituer un comité de promotion académique, et là j'insiste, c'est la composition de ce comité qui doit comporter des assistants qui sont chronologiquement les premiers concernés par la promotion, et sur les attributions qui doivent être l'accompagnement et l'orientation des enseignants au cours de leur progression. Encourager la mobilité à l'étranger pour des objectifs pertinents, notamment à intérêt institutionnel et transversal, renforcer et concrétiser, surtout concrétiser le rôle du structure de la protection du support pédagogique, défendre en tant qu'instance académique, défendre avec énergie la double appartenance hospitalo-universitaire, et ceci doit passer par la mise en place de comités de projet de carrière et de désigner sur la tête de ce comité des collègues qui sont impliqués par celui-ci et qui ont un projet pour ça, envisageant en particulier la possibilité d'offrir aux résidents l'inscription en thèse de sciences et de l'admission au cours de l'examen. Et là, j'ouvre la parenthèse pour dire que nous disposons actuellement d'une école doctorale dans la faculté, et nos collègues nous ont constaté que l'information relative à cette école doctorale, l'assistance et l'encadrement des enseignants qui veulent s'y inscrire nécessitent des efforts supplémentaires. Pour l'établissement, planifier l'entretien et la maintenance du locaux, optimiser la gestion des ressources humaines, là je pense qu'il est temps de réactiver ce poste de chef de personnel, et les ressources financières qui proviennent soit du fonds interne provenant de la formation ou bien des projets internationaux. Et là, j'ouvre la parenthèse pour dire que certains projets, en particulier les projets PAC, sont des prêts pour l'État que les générations futures vont payer. Donc, il faut bien savoir optimiser la gestion de ces ressources. Adapter l'infrastructure aux étudiants aux besoins spécifiques, c'est un critère de qualité en rapport avec la responsabilité sociétale de la faculté qu'on ne peut pas s'en passer dans un projet qui estime postuler pour l'accréditation. Renforcer le sentiment d'appartenance à la faculté de toutes les catégories de personnel, c'est renforcer l'esprit d'équipe dont j'ai parlé. Il faut travailler sur le relationnel et éviter la verticalité dans la relation. Encourager l'activité physique et culturelle commune entre le personnel et les étudiants, qui ne peut que renforcer cet esprit d'équipe. S'adapter au contexte épidémiologique actuel, donc renforcer les mesures barrières, encadrer et soutenir les étudiants qui sont angoissés à cause des perturbations dues au contexte épidémiologique, en espérant que les conditions se vers le meilleur de cette pandémie. Alors, au total, nous partons de certains indices de défaillance, contrôlons parmi les facultés qui viennent dans le concours de l'examen de l'orientation du nouveau bachelier, la détérioration du recours, le manque de visibilité de notre faculté. Là, à titre d'exemple, il m'a été rapporté que le site de notre faculté n'est pas vraiment à jour. Le non-avancement du dossier de l'accréditation. Nous partons de ces indices pour mettre en œuvre une stratégie pour
accomplir nos missions et atteindre nos objectifs via des actions. Ces actions doivent être à court terme, à moyen terme et à long terme. Si vous nous donnez confiance, et une fois élu, on s'engage à entamer les premiers mois de notre mandat et avant la fin de la période, à réaliser des actions qu'on va détailler ci-après. Voilà donc nos plans d'action et les actions qu'on va essayer d'accomplir à court terme. On va essayer de les revoir un à un en voyant le degré de visibilité et les obstacles possibles. Pour le domaine de la formation, il faut veiller à enseigner tous les objectifs du résident. Et là, la sous-direction du résident et le comité de programme doivent travailler sur ce dossier. Évaluer la réforme du processus, il n'y a pas d'obstacle et c'est faisable. Et sauf si on veut aller de façon pyramidale, en allant de la base, et ça risque de prendre beaucoup de temps. Pour remédier à ça, peut-être il faut désigner un comité d'évaluation de réforme qui va chapeauter tout ça. Évaluer ces existants, et là aussi c'est faisable, il n'y a pas de tac. Il suffit de convaincre les collègues de ceci, mais dans un souci de qualité. Pour la recherche, désigner un directeur de la recherche et une sous-direction chargée de la collaboration internationale. Là, on sait que certaines équipes sont déjà connues par leur collaboration avec des structures internationales de recherche. On peut faire des appels d'offres et désigner parmi ces équipes certains de nos collègues dans ces directions et ou à la tête de ces directions. Pour la responsabilité sociétale, établir du partenariat avec des associations actives dans l'environnement et l'écologie, c'est faisable, c'est une volonté comme un obstacle, et notre carnet d'adresse contient des dates plusieurs contacts dans ce sens. Appeler à la constitution d'une commission de réflexion sur la politique des médecins, et pourquoi pas, comme je vous ai dit, donc l'étude de ce dossier ne demande pas notre faculté. L'appel est facile, seulement on va attendre l'interaction des autres intervenants. Pour l'étudiant, le responsabiliser et l'impliquer davantage dans la vie de la faculté, dans certains comités, tels que le comité d'accréditation. On peut également l'impliquer dans l'accueil et l'orientation du nouveau étudiant, ceci est faisable et sans stress. Pour l'enseignant, mettre en place le comité de projet de carrière. La mise en place de ce projet de carrière est facile, seulement le travail sur ce projet de carrière reste d'être difficile, parce qu'il y a plusieurs intervenants qui sont le conseil de l'ordre, la tutelle et tout ça. Élaborer une grille pour classer les candidats au concours d'assistant, qui est faisable et qui est même plus facile que la grille d'agrégation. Entretenir les locaux, les obstacles ne sont pas uniquement d'ordre financier, mais plutôt d'ordre administratif, il faut batailler auprès des responsables de l'université pour le faire convaincre que ceci est une priorité pour notre institution. Constituer un comité élargi pour l'accréditation et faire l'évaluation interne, diffuser auprès du lancement pour solliciter des accréditeurs. Je vous rappelle que notre stratégie pour exécuter ce projet consiste à renforcer l'esprit d'équipe, instaurer une bonne gouvernance, s'inscrire dans un système de qualité. Nous proposons, nous nous engageons de partir de nos valeurs pour rassembler, agir et améliorer. Vous voyez très bien qu'agir est bien au cœur de notre projet parce qu'on est vraiment persuadé que sans action, n'importe quel projet, ô combien beau soit-il, reste illusoire et sans aucun sens. Pour terminer et signer la fin de cet exposé, permettez-moi de partager avec vous cette citation en arabe d'Abdullah ibn Mubarak. Merci pour votre attention.